Alors, donc, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse s'entretenir sur un sujet qui est très important car trop souvent négligé chez la personne âgée. Je veux parler ici des altérations sensorielles chez la personne âgée et comment faire pour mieux le comprendre, pour mieux accompagner nos personnes âgées dans leur vie pour la rendre le plus agréable possible. Pour cela, on va passer par un plan assez simple. On va d'abord faire une petite introduction, puis les intérêts. Nous allons beaucoup nous appesantir sur l'impact des altérations sensorielles chez la personne âgée. Puis nous allons faire une revue en fait de nos 5 organes de sens chez la personne âgée et voir ensemble quel est l'impact du vieillissement, la part des pathologies et comment il faut essayer de la prendre en charge pour enfin conclure nos propos. Donc, en guise d'introduction, on va encore le rappeler, la question du vieillissement de la population est un phénomène mondial et particulièrement accentué en Afrique, lorsqu'on sait que plus de 50%, voire 60% de l'augmentation des personnes âgées va se faire dans les pays africains, qui vont faire face à deux problématiques. La transition démographique, qui va être l'augmentation de cette population âgée, mais aussi la transition épidémiologique, qui est la survenue ou la confusion entre pathologies infectieuses transmissibles et les pathologies non transmissibles, dont l'un des sujets est justement l'altération sensorielle chez la personne âgée. Lorsqu'on parle d'altération sensorielle, on pense précisément aux 5 organes de sens que sont la vision, l'audition, le goût, l'odorat et le toucher. Malheureusement, elles sont extrêmement fréquemment touchées chez la personne âgée et malheureusement pas du tout pris en charge ou très peu pris en charge par le personnel soignant. Elles sont sous-estimées et parfois elles sont liées plus à une fatalité. On pense que, allez, c'est lié à l'âge, donc on ne peut rien faire, il faut laisser aller, il faut supporter. Malheureusement, cette altitude va avoir un impact majeur sur la qualité de vie, l'autonomie et même la sécurité de nos personnes âgées. En guise d'intérêt, il va falloir se rendre compte que tous nos organes de sens sont touchés, en commençant par la vision, avec de multiples pathologies. La cécité chez la personne âgée est la première cause d'handicap chez la personne âgée. Vient rapidement derrière la perte de l'audition, avec la presbyacousie qui commence dès l'âge de 65 ans. On ne va pas oublier aussi l'atteinte du goût et de l'odorat qui sont très peu étudiés, très peu questionnés, très peu pris en charge. Et pour terminer, le toucher, qui est un peu le parent pauvre de l'altération sensorielle, et on va le voir. Il faut dire aussi que c'est important de prendre en charge ces pathologies parce que le diagnostic est assez facile. On va le voir ensemble. Et un diagnostic précoce permet de prévenir un grand nombre de complications. Leur prise en charge aussi pourra améliorer la qualité de vie. On va voir que aucun des organes de sens ne doit être négligé. Une atteinte de un seul de ces organes de sens va forcément aboutir à une perte de la qualité de vie, entraînant malheureusement des complications comme la chute, l'isolement social, la dépression, la dénutrition, etc. Donc, l'optimisation de la prise en charge médicale passe forcément par la prise en charge de ces altérations sensorielles. Et lorsqu'on parle d'altérations sensorielles, on pense surtout à l'effet de l'âge sur ces organes de sens. Mais lorsque l'effet de l'âge sur l'organe de sens s'associe aux pathologies, on va avoir ce qu'on appelle un déficit sensoriel qui va aboutir à un handicap réel pour la personne âgée. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'impact sur ces altérations chez la personne âgée? En premier lieu, il va toucher l'autonomie. Et on sait que l'autonomie est la chose la plus précieuse chez les personnes âgées. Lorsqu'on sait qu'avec l'âge, par moment, on est parfois habitué à avoir des pathologies qui vont greffer la qualité de vie, la chose que les personnes âgées vont avoir peur de perdre par-dessus tout, c'est son autonomie. L'autonomie de pouvoir s'occuper par lui-même de ses activités de la vie quotidienne, de s'occuper de sa toilette, de s'occuper de comment il va manger, de savoir se laver tout seul, etc. Ça, c'est l'autonomie. Et lorsque vous perdez vos organes de sens, cette autonomie-là est directement touchée. Elle va jouer malheureusement sur la perte de confiance chez la personne âgée, qui va l'amener à éviter certaines activités. Vous imaginez bien que quelqu'un qui a du mal à voir ou à marcher
va éviter de sortir de chez lui, il sera reclus chez lui et ça va augmenter sa dépendance et les autres complications que cela va engendrer. L'impact sur l'altération des organes de sens va également jouer sur les troubles neurocognitifs. On a vu lors d'une précédente formation les troubles neurocognitifs. On s'est rendu compte que c'est extrêmement fréquent chez la personne âgée en Afrique. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y a certains facteurs qui favorisent la survenue des troubles neurocognitifs. Et dans ces facteurs-là, je veux incriminer ici l'audition. Une perte d'audition est prédictive de développer une maladie neurocognitive majeure comme la maladie d'Alzheimer. La perte de la vision va entraîner ce qu'on appelle le syndrome de Charles-Bonnet, qui est une confusion que l'on remarque chez la personne âgée qui est atteinte de troubles visuels. Donc, on voit là que l'altération sensorielle va encore jouer sur un plan neurocognitif chez la personne âgée. Et malheureusement, tout ça combiné va jouer de manière globale sur la qualité de vie, en entraînant malheureusement l'isolement social de la personne âgée, la solitude, qui va jouer sur la dépression, l'incidence de la dénutrition et malheureusement des accidents comme la chute, et carrément sur le bien-être général de la personne âgée. Donc, nous allons ainsi voir l'impact de l'altération sensorielle sur les différents organes de sens. Nous allons voir leur impact sur la vision avec les changements que l'on a liés au vieillissement et les changements qui sont dus aux pathologies chroniques. On va faire la même chose sur l'audition, l'odorat, le goût et pour terminer sur le toucher. Pour ce qui est de la vision, il faudrait bien faire la différence entre les effets qui sont liés au vieillissement et les pathologies propres à la vision. Donc, on va s'appesantir un peu sur les effets du vieillissement. Ce qui peut être porté au vieillissement sur la vision, en premier lieu, c'est ce qu'on appelle la presbytie. La diminution de l'accommodation, on a du mal à voir de près. Et généralement, ce sont des personnes âgées, lorsqu'ils veulent lire leur journal, regarder leur téléphone, sont obligés de le reculer pour pouvoir lire. Cela va entraîner un inconfort visuel et aussi diminuer certaines activités. Vous voyez là qu'une personne qui a une presbytie qui n'est pas corrigée, va diminuer, par exemple, ses activités intellectuelles. Alors qu'on sait que la baisse de l'activité intellectuelle va jouer sur les troubles neurocognitifs. Donc, voici là déjà une première piste qui va aggraver l'état des patients. Deuxièmement, on va avoir une diminution physiologique de la pupille, un myosis sénile qui va malheureusement empêcher ou altérer la vision lorsque la luminosité est faible. Ce qui fait qu'une personne âgée dans la pénombre aura beaucoup plus de mal à se déplacer qu'une jeune personne. On a un jaunissement du cristallin aussi lié à l'âge qui va perturber les couleurs. On peut observer aussi une sécheresse oculaire qui n'a rien à voir avec des pathologies que l'on va voir aussi par la suite, mais qui sont liées à l'âge. Et pour terminer, on va avoir une légère diminution de l'acuité visuelle. Et à ceci, il va falloir malheureusement associer de véritables pathologies. Et ces pathologies-là, si elles ne sont pas traitées, vont orienter directement vers la cécité. Et je veux parler en premier lieu de la cataracte, première cause de cécité chez les personnes âgées. Malheureusement, c'est une cause qui est très fréquente et très peu prise en charge. On a tous connu dans nos différents pays des campagnes de chirurgie de la cataracte qu'il faudrait multiplier. À côté de la cataracte, un mal qui est moins bien connu, mais malheureusement fréquent chez le sujet noir, c'est le glaucome chronique à angle ouvert. Malheureusement, qui va encore créer, ou du moins entraîner un certain nombre de cas de cécité qui malheureusement pourraient être évités. Moins bien connu car moins fréquente dans nos régions, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA, beaucoup plus connue en Europe, en Occident, mais aussi peut parfois, dans certains cas, apparaître dans nos contrées. Et encore une victime liée au diabète, c'est la rétinopathie diabétique, qui est une des complications majeures du diabète qu'il faudra prendre en charge. Un diabète qui est très bien pris en charge va éviter de créer une rétinopathie diabétique. Voici à peu près les principales pathologies de l'appareil visuel que l'on peut avoir et qui sont curables si elles sont prises en charge très tôt. Et ici, le rôle du médecin généraliste,
et de tous les médecins en général, c'est de d'abord faire un dépistage des troubles visuels chez toutes les personnes que vous avez en consultation au moins une fois par an. Et cela ne nécessite pas forcément de grands moyens techniques. Un questionnaire simple sur les difficultés à lire ou à se déplacer, les petits accidents dans le domicile, évaluer l'acuité de loin ou de près, c'est à la portée de tout médecin. Et en cas de moindre problème, orienter rapidement vers un ophtalmologue qui va se charger de faire la prise en charge. Et bien sûr, on va faire de la prévention en évitant les facteurs de risque qui peuvent aggraver ce genre de pathologie, à savoir le diabète, l'hypertension, le tabagisme, l'alcoolisme, etc. Donc, voici ce que l'on pourrait dire pour le diabète. Pardon, pour la vision. Nous allons aborder maintenant l'audition et les effets liés au vieillissement sur l'audition. Alors, lorsqu'on parle d'audition et de vieillissement, le mot qui nous vient en tête, c'est la presbyacousie, ce qu'on appelle la surdité de perception liée à l'âge, qui est une atteinte qui est progressive, bilatérale, parfois une oreille plus touchée que l'autre. Et cette presbyacousie va s'accompagner de deux éléments. La première chose, c'est que cette presbyacousie sera sélective. On va avoir plus de mal à entendre les sons aigus. Les personnes âgées ont du mal à entendre les sons aigus et malheureusement, elle va avoir du mal à entendre les sons féminins. Lorsqu'une femme parle avec une voix aiguë, la personne âgée aura beaucoup plus de mal à entendre. D'où la raison de devoir aggraver un peu la voix pour se faire entendre chez certaines personnes âgées. Les sonneries qui sont malheureusement le plus souvent des sons aigus sont très peu entendus chez les personnes âgées qui souffrent de presbyacousie. Là encore, il faut rappeler que toutes les personnes âgées ne sont pas égales face à la presbyacousie. La presbyacousie peut survenir très tôt, aux alentours de 70 ans, ou survenir extrêmement tard. Il y a des personnes âgées, des centenaires qui ont gardé une audition acceptable. L'autre élément que l'on va avoir aussi, et qui est très important pour la sociabilisation, la presbyacousie va entraîner ce que l'on appelle une difficulté à comprendre la parole dans le bruit. Lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, votre cerveau va devoir faire un filtrage sonore pour se focaliser sur la parole et non sur le bruit. Malheureusement, avec la presbyacousie et les effets du vieillissement neurologique et sur l'appareil auditif, les personnes âgées ont beaucoup de mal à entendre dans le bruit. Donc, ce qui fait que dans des situations comme des fêtes ou lorsque plusieurs personnes parlent en même temps, la personne âgée peut être perturbée. D'où l'importance, lorsque vous devez discuter avec une personne âgée, d'être dans un environnement calme et parler à une personne à la fois. Si plusieurs personnes parlent, ça peut être perturbant pour la personne âgée. Malheureusement, à cela vont s'ajouter des pathologies qui vont aggraver justement ces troubles auditifs. Et en premier lieu, qui est très souvent négligé parce que très banal, c'est les bouchons de cérumen. On a tous déjà entendu parler des bouchons de cérumen en médecine, généralement chez les enfants qui aiment se triturer un peu l'oreille. On a souvent les bouchons de cérumen. Mais chez les personnes âgées, ces bouchons de cérumen peuvent entraîner complètement une surdité. Donc, un simple examen ORL peut régler le problème. À côté de cela, nous avons l'autosclérose, qui est une maladie de l'oreille moyenne, qui va entraîner une surdité de transmission progressive. Là encore, peut être pris en charge chirurgicalement si c'est dépisté assez tôt. Nous avons malheureusement la maladie de Ménière, qui va entraîner progressivement non seulement vertige, acouphène, mais aussi surdité, qui peut être pris en charge, même si les résultats ne sont pas bons, il faut quand même proposer une prise en charge. Et rarement, nous avons aussi le cas de surdité brutale, qui est une urgence médicale. Il faut vite référer le patient en ORL pour une prise en charge dans les plus brefs délais. Donc, à cela, qu'est-ce que le médecin généraliste peut faire? C'est de dépister tous les troubles auditifs. Et là encore, un questionnaire simple. Est-ce que vous avez du mal à entendre? Il faut poser la même question à l'entourage. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut répéter plusieurs fois pour que la personne âgée entende? Il y a un test qui est très simple qu'on appelle le test de l'écoute à voix chuchotée. On se met juste derrière la personne, derrière une oreille, et on essaie de parler à voix basse. Et si la personne âgée peut entendre ou pas. Si elle peut entendre, c'est bon. Si elle a du mal à entendre, il faut pousser l'examen en l'envoyant chez un audioprothédiste ou
ou directement vers une personne, ou l'envoyer directement vers un ORL. Il faut aussi éduquer la personne âgée à l'encourager à vouloir porter l'appareil auditif. Très souvent, nous avons des personnes âgées chez qui on a posé le diagnostic de surdité, chez qui l'appareillage a pu augmenter sensiblement sa qualité auditive, mais la personne âgée n'a pas trop envie. Donc, il faut vraiment l'encourager et aussi encourager l'entourage parce que souvent, il nous arrive d'avoir eu à convaincre le patient. Malheureusement, c'est l'entourage qui n'a pas suivi. Donc, en gériatrie, c'est le patient et sa famille aussi qu'il faut prendre en charge. Car lorsque cela n'est pas fait, on va avoir forcément un isolement social. Parce que si vous êtes dans une communauté et que les gens parlent et que vous n'entendez pas, généralement, ça pousse la personne âgée à se mettre en retrait. Et ça encore, ça va jouer sur sa qualité de vie, sur son autonomie et même sur ses fonctions cognitives. Donc, voici ce qu'on aurait pu dire sur l'audition. Maintenant, nous allons aborder l'odorat. Alors, l'odorat, c'est un organe de sens qui n'est pas très souvent étudié car silencieux. Très peu de gens viennent consulter pour cela. Mais malheureusement, avec l'âge, on va voir que l'odorat peut être touché. Il faut aussi dire que avec l'âge, l'odorat peut être un facteur, du moins la perte de l'olfaction, du moins, oui, la perte de l'olfaction peut être prédictif de troubles neurocognitifs. On va se rendre compte qu'avec le vieillissement, on va avoir une diminution des récepteurs olfactifs. Malheureusement, ou du moins, heureusement, cela va aboutir à une altération minime des odeurs. L'odeur va être moins intense chez la personne âgée, mais elle sera toujours perçue. Mais par contre, elle sera moins précise. La personne âgée aura du mal à préciser exactement c'est quel type d'odeur. Parce que tout simplement, la diminution de ces récepteurs-là va modifier l'intégration du signal au niveau neurologique. Ce qui va aboutir, par exemple, au fait que, pardon, ce qui va aboutir, par exemple, au fait que la personne âgée aura du mal, par exemple, à reconnaître l'odeur de son plat préféré, aura du mal à reconnaître l'odeur de tel ou tel type d'aliment. Et l'impact que ça va avoir, c'est que ça va jouer directement sur l'appétit et le plaisir de manger. Parce qu'on sait tous que l'odorat contribue fortement à la saveur, au goût. On dit souvent le goût commence dans le nez, pas dans la bouche, parce que l'odorat joue à 80% dans le goût, dans la perception des saveurs. Donc, vous voyez que une altération même minime de l'odorat va jouer sur la qualité de la prise alimentaire. L'autre élément aussi, souvent, on ne le voit pas souvent dans nos pays africains parce qu'on n'utilise pas le gaz dans tous les ménages, mais le fait de ne plus pouvoir sentir les odeurs va nous empêcher de détecter, par exemple, une fuite de gaz ou la présence de fumée dans la maison, ce qui peut aboutir facilement à des drames. Pareillement aussi, le fait de ne pas bien sentir les odeurs va nous empêcher de pouvoir détecter les aliments avariés. Donc, une personne âgée peut avoir une intoxication en mangeant un aliment sans se rendre compte que cet aliment-là est avarié. Donc, voici un peu les effets du vieillissement sur l'odorat. Et les différentes pathologies qui peuvent toucher l'odorat sont quand même assez variées. Même si elles ne sont pas assez fréquentes, elles sont variées. Donc, nous pouvons avoir, par exemple, des causes au niveau du nez, avec les sinusites chroniques, les polypes nasaux, etc. Nous pouvons aussi avoir des causes neurologiques. La maladie de Parkinson, les maladies Alzheimer, je vous ai dit, commencent parfois au niveau du nez. Vous allez avoir des troubles qui après vont se révéler en fait être les premiers signes de ces pathologies neurodégénératives. Bien sûr, les traumatismes avec fracture des os propres du nez peuvent entraîner une section du nerf olfactif et entraîner carrément, bien sûr, les tumeurs vont faire le même processus. Chose qui est moins connue, certains médicaments altèrent la sensation de l'odorat, à savoir les antibiotiques, les antihypertenseurs, quelques antiépileptiques peuvent avoir cet effet. On a vu avec la pandémie de la COVID-19 que l'odorat aussi peut être touché par des affections virales. À côté de l'anosmie et de l'hyposmie, nous pouvons avoir des dysosmies, c'est-à-dire des dérèglements, des odeurs qui n'existent pas en réalité.
Et ça, ce sont des hallucinations olfactives qui peuvent apparaître, soit dans l'épilepsie, soit dans les maladies neurologiques ou dans les maladies psychiatriques. Et à côté de ça, une chose qui est très peu connue, ce sont les carences vitaminiques et les carences en oligo-éléments, et en premier lieu, les carences en zinc. Il faut retenir que la plupart des personnes âgées souffrent de carences en zinc. Et l'un des signes de ces carences en zinc, là, ça peut être la lysosmie. Donc, la prise en charge que le médecin généraliste peut proposer, c'est de toujours questionner, proposer un questionnaire, demander à la personne âgée, est-ce qu'elle a des problèmes pour sentir les odeurs? Est-ce qu'elle a l'appétit diminue? L'appétit peut être le premier signe, en fait, de la perte d'odorat. Et si vous avez un doute, vous pouvez envoyer le patient soit vers l'ORL, soit vers le neurologue ou faire un point sur les médicaments qu'elle prend. Et bien sûr, à côté de cela, proposer des conseils nutritionnels. Il faut essayer de proposer, par exemple, des aliments qui ont beaucoup plus d'odeur que d'habitude. Ça permet à la personne âgée qui a un seuil qui est abaissé, du moins, ce qui est élevé, de pouvoir sentir quand même une bonne odeur lorsqu'elle se met à manger et qui va améliorer justement son appétit. Bien sûr, une personne âgée qui a perdu l'odorat, il va falloir faire un peu plus attention dans le domicile au risque de fumer, au risque de perte de gaz ou le risque d'alimentation avec des plats qui sont avariés. Tout cela permet de protéger la personne âgée et il faut donner ces conseils-là également à la famille. Donc, voici ce que l'on peut dire pour l'odorat. Nous allons aborder maintenant le goût. Alors, est-ce que le goût est touché par le vieillissement? Est-ce que les effets du vieillissement peuvent altérer les sensations gustatives? Malheureusement, la réponse est oui. Très souvent, on se pose la question, les patients viennent en consultation en disant, Docteur, mon papa, il n'aime plus manger, il a perdu l'appétit. Est-ce qu'il y a des médicaments qui peuvent donner l'appétit? Je leur dis, malheureusement, il n'y a aucun médicament qui donne l'appétit. Ce sont des médicaments qu'on appelle souvent des orexigènes. Il n'y a pas de médicament orexigène qui fonctionne chez la personne âgée parce que la perte de l'appétit est multifactorielle. Et l'un des facteurs, c'est les effets liés au vieillissement. Et en premier lieu, vous allez avoir une diminution des papilles gustatives. Et le fait que ces papilles gustatives diminuent, eh bien, malheureusement, la sensation, l'information sera moins bien transmise au cerveau. L'autre élément que l'on s'est rendu compte avec les effets du vieillissement, c'est que les cinq saveurs sont altérées. Je rappelle les cinq saveurs. Nous avons la saveur sucrée, la saveur salée, la saveur acide, la saveur amère et la cinquième qui est moins connue est la saveur umami. La saveur umami, en fait, c'est tout ce qui est en rapport avec le goût de la viande fumée. C'est ce qu'on appelle la saveur umami. Malheureusement, avec le vieillissement, nous allons avoir une réduction sélective de ces saveurs-là. Et les saveurs qui vont les moins être touchées par cette diminution liée à l'âge, c'est le sucré ou le salé. Mais très souvent, c'est le sucré qui persiste. Et ce qui va vous faire comprendre que si vous avez une personne âgée en face de vous qui commence à avoir, à sélectionner ses aliments, à préférer les petits biscuits, la bouillie, les yaourts, tout ce qui est sucré, dites-vous en fait que ces saveurs sont touchées. Et c'est la raison pour laquelle elle oriente son alimentation vers les saveurs qu'elle continue de sentir. Vous pouvez faire un très bon plat de soupe de poulet, bien parfumé, vous mettez vos épices et la personne âgée va commencer à les délaisser. Tout simplement parce qu'elle n'arrive plus à sentir ces saveurs-là. Donc, quand c'est comme, il faut suivre ses goûts, proposer des aliments qui vont dans son sens. Sinon, la personne âgée va diminuer son alimentation. Donc, vous voyez là un des effets pervers du vieillissement, malheureusement. Et ces effets vont avoir pour conséquence une diminution de la reconnaissance même des saveurs. La personne âgée qui va manger, par exemple, un plat assez élaboré va le trouver peut-être un peu fade parce que justement, ces saveurs-là ne sont pas là. Et là encore, je rappelle que le goût est donné, du moins la saveur est donnée par la combinaison entre l'odorat et les sensations gustatives. Et l'odorat joue pour 80%. Donc, rappelez-vous, si la personne âgée a du mal à manger en trouvant que ses plats sont insipides, regardez rapidement le nez et ensuite la bouche.
Donc, cela va avoir pour conséquence, malheureusement, perte d'appétit, risque de dénutrition, avec toute la cascade de complications que cela peut entraîner. Alors, les pathologies les plus fréquentes qui touchent le goût, alors là, elles sont assez nombreuses. Et en premier, ces pathologies-là qui vont altérer le goût, l'altération du goût, c'est la dysgueusie. Et les principales causes sont de causes orales. Il faut d'abord regarder l'hygiène bucco-dentaire. Très souvent, nos personnes âgées souffrent de pathologies orales. Les caries, les parodontopathies, les glossites, les candidoses buccales, la sécheresse buccale, parfois même liée à des maladies comme le syndrome de Gougerot-Sjögren, la prise en charge, du moins la prise de médicaments ou de radiothérapie entraîne une sécheresse buccale, la xérostomie. Parfois aussi, les prothèses dentaires qui sont mal adaptées entraînent une perturbation au niveau du goût. Malheureusement, les médicaments que l'on donne avec en tête de liste les antibiotiques, les antifongiques, diminuent la perception du goût. À cela aussi, il faut associer les carences nutritionnelles. Et là encore, je rappelle, les carences en zinc. Les carences en zinc diminuent beaucoup, ou du moins entraînent énormément une dysgeusie. Les causes neurologiques aussi peuvent être associées avec les paralysies faciales, certaines pathologies touchant le système nerveux central. Les agueusies aussi peuvent être trouvées, et là, c'est une disparition complète du goût, associée parfois à des traumatismes crâniens, à de la chimiothérapie ou à des maladies infectieuses comme la COVID-19, on l'a déjà vu précédemment. Donc, la prise en charge qu'il faut faire pour toute personne âgée, c'est de systématiquement questionner, comme on l'a déjà vu, mais aussi examiner la bouche. Malheureusement, beaucoup de soignants évitent cet examen qui est fondamental dans l'examen physique de tout patient. Il faut ouvrir la bouche et regarder à l'intérieur. Pas se contenter de dire au patient de tirer le bout de la langue. On ne voit rien quand on fait cela. Il faut vraiment installer le patient correctement et demander d'ouvrir la bouche, éclairer correctement et regarder parce qu'on va se rendre compte souvent qu'on a beaucoup de pathologies qui passent inaperçues. Et pour vous aider, je vous propose le score OTA, qui est un score qui est adapté pour analyser en fait la santé bucco-dentaire. Ça vous permettra de poser rapidement les diagnostics et de proposer une prise en charge. On va insister aussi sur le fait que toute personne âgée doit voir le dentiste au moins une fois par an parce que leur santé buccale est très fragile. Donc, il faut fréquemment faire un check-up chez le dentiste. Et bien sûr, donner des conseils nutritionnels et culinaires qui sont adaptés à la santé bucco-dentaire. Je donne un exemple. Une personne âgée qui a des problèmes, du moins une langue sèche, une bouche sèche, on va pas lui donner des aliments qui vont demander, par exemple, du couscous, de la tchéké pour ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui demandent forcément d'humecter beaucoup l'aliment. Donc, des conseils qui sont adaptés à l'état de la personne âgée. On va terminer par le toucher. Et comme je l'ai dit en introduction, c'est le parent pauvre des altérations sensorielles chez la personne âgée. Très souvent, on le néglige. On se demande même si le toucher est altéré par le vieillissement. Malheureusement, là encore, vous allez avoir des altérations sur les fonctions sensitives de la peau. Et en premier lieu, ces altérations-là sont liées en fait à la diminution des capteurs, des récepteurs au niveau de la peau. Et ces capteurs-là vont entraîner des perturbations sensitives qui sont là inégales. Inégales pourquoi? Parce que toutes les modalités sensitives ne sont pas touchées de la même manière. Alors, un exemple, les sensations de vibration sont touchées par le vieillissement. Mais par contre, les sensations thermo-algésiques sont préservées quel que soit l'âge. Donc, retenons tous ensemble que le vieillissement ne va pas faire en sorte que la personne âgée sente moins la douleur parce que c'est une mauvaise idée qui est un peu véhiculée. On dit non, les personnes âgées, du fait de l'âge, bon, ils ont moins mal que les autres. Faux. Les personnes âgées sentent de la même manière le chaud, le froid et la chaleur. Donc, il ne faut pas sous-estimer leur souffrance. Il faut leur apporter une prise en charge dès qu'elles sont signalées, dès qu'elles sont manifestées. Par contre, la proprioception est très altérée. La perception de nos différents segments de membres dans l'espace
ce qu'on appelle la proprioception, est très altérée chez la personne âgée, liée au vieillissement. Ce qui fait que la personne âgée est plus soumise au risque de chute et au risque de blessure. Et cela va avoir comme impact, malheureusement, que la personne âgée aura du mal à manipuler, par exemple, ces objets, mettre des boutons, prendre des médicaments. Ça va être un peu plus compliqué chez la personne âgée. Donc, vous imaginez tous les risques que cela va avoir. Vous allez avoir une perturbation sur les troubles de l'équilibre, puisque la proprioception est touchée. Le risque de chute est beaucoup plus augmenté et sera beaucoup plus décuplé si vous associez à cela des troubles visuels. Vous imaginez les problématiques que cela peut entraîner chez la personne âgée. Et bien sûr, vous allez avoir quelques pathologies qui vont encore aggraver cette perturbation. En chef de liste, vous avez bien sûr les neuropathies périphériques qui vont entraîner justement une modification de ces informations-là, avec bien sûr le diabète, les carences vitaminiques, l'alcool, la chimiothérapie. Bien sûr, les séquelles d'AVC vont perturber toutes nos sensations sensitives. Le syndrome du canal carpien, qui est une cause neurologique, va perturber justement l'utilisation de la main chez la personne âgée. Et bien sûr, toutes les causes rhumatologiques, à savoir arthrose et troubles musculo-squelettiques, vont empiéter sur la sensibilité de nos personnes âgées et les risques de pouvoir avoir des chutes chez ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire en termes de prise en charge de l'altération du toucher? C'est de toujours dépister, poser la question, faire des examens. Et lorsqu'on a un doute sur une pathologie qui soit associée à cela, envoyer le patient chez le neurologue, le rhumatologue ou le médecin de rééducation pour essayer de prendre en charge ces problèmes. Et bien sûr, donner des conseils d'adaptation, surtout au domicile. Éviter, par exemple, d'avoir des tapis qui traînent dans le salon, des prises, des fils, des jouets des enfants, avoir un éclairage optimal. Tout cela va permettre de mieux prendre en charge cette altération du toucher. Donc, voici là un peu résumé les cinq altérations sensorielles que l'on peut avoir chez les personnes âgées et comment elles se manifestent. On a vu ensemble la part du vieillissement sur ces altérations-là, mais aussi ne pas oublier la part des pathologies chroniques qui vont en fait aggraver ces altérations-là. Et nous avons bien sûr proposé quelques pistes de prise en charge. Donc, nous pouvons dire en guise de conclusion, que ces altérations sensorielles chez la personne âgée est un véritable problème de santé publique qui malheureusement n'est pas aussi pris en charge à la hauteur ou à l'importance de ce sujet. Retenez qu'une personne âgée sur deux souffre d'au moins une altération sensorielle. Malheureusement, dans certaines situations, ils peuvent avoir deux ou trois organes de sens qui sont touchés. Et cela va avoir pour impact majeur l'autonomie de la personne âgée, sa sécurité et, in fine, sa qualité de vie. Et le message qu'on va transmettre aux médecins généralistes et à tous les médecins, c'est d'abord de dépister systématiquement. Et c'est simple, interrogatoire et examen clinique. Ça, c'est la base pour tout médecin. Surtout ne pas banaliser, ne pas dire que mamie qui a du mal à voir, c'est normal. Papy qui n'entend plus quand on lui parle, c'est normal. On ne peut rien y faire. Non, il faut rayer ce langage-là. Ne pas banaliser, proposer une prise en charge. Et bien sûr, lorsque cela est détecté, orienter rapidement vers les spécialistes qu'il faut. Et dans tous les cas, il faut toujours proposer quelque chose. Quelle que soit la situation, on peut toujours améliorer la prise en charge de la personne âgée. Donc, voici en quelques mots la substance que je pourrais apporter sur les altérations sensorielles chez la personne âgée et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante présentation vraiment très intéressante. Et je suis sûre que tous les participants, aussi bien que moi, sont profondément reconnaissants pour cette présentation et surtout pour le temps accordé. Je vous remercie également, chers participants, pour votre présence et pour votre écoute attentive tout au long de la présentation. Et je m'en vais sans plus tarder ouvrir la séquence essentielle des questions-réponses, qui est une formidable occasion pour nous d'approfondir la thématique abordée, d'éclaircir certaines zones d'ombre et de partager, pourquoi pas, vos réflexions et expériences. Alors, je vais vous inviter à poser vos différentes questions de deux manières, en levant la main, en ouvrant votre micro pour la poser directement après sollicitation,
ou en la mettant directement dans le chat et je me chargerai de la relayer au présentateur. Je vous exhorte à exprimer vos préoccupations, à demander des précisions et à enrichir la discussion par vos contributions. N'hésitez vraiment pas. Donc, la parole est à vous, chers participants. J'ai une première question dans le chat qui nous vient de Dr. Ouedraogo Farida. Alors, merci à Docteur pour sa présentation. Ma question est la suivante. De manière pratique, à quel moment dit-on que le sujet âgé est en perte d'autonomie? Docteur? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, c'est très simple, hein. Lorsqu'on demande à quel moment la personne âgée en perte d'autonomie, c'est lorsque la personne âgée pouvoir se laver tout seul, pouvoir s'habiller tout seul, pouvoir aller aux toilettes tout seul, pouvoir manger tout seul et pouvoir alerter s'il y a un problème tout seul. Voici les activités, on va dire, minimales qu'une personne âgée doit pouvoir faire pour pouvoir parler d'autonomie. Et lorsque ces activités-là, ces capacités-là ne peuvent être réalisées par la personne âgée toute seule, on va parler de perte d'autonomie. Et en gériatrie, nous avons une échelle assez simple qu'on appelle l'ADL, Activity of Daily Life. C'est une échelle qui pose 6 questions qui vont évaluer justement ces 6 aspects et pouvoir nous dire si la personne âgée est dépendante ou pas. Et dès lors que vous avez un score qui est inférieur à 3, pardon, à 4, vous pouvez considérer que la personne âgée est en perte d'autonomie. Donc voici simplement comment on dit à quel moment la personne âgée est en perte d'autonomie. Oui, docteur. Alors, j'espère que Docteur Ouedraogo a eu satisfaction à sa question. Vous pouvez le mentionner dans le chat ou ouvrez votre micro pour le dire, si possible. J'invite tous les autres participants à poser vos questions, vos préoccupations et pourquoi pas à ne pas partager des expériences avec nous. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas d'altération sensorielle en pratique courante? Comment est-ce que vous l'avez géré? Qu'est-ce que vous avez appris de ce cas? Je pense que ça sera bénéfique pour plus d'un. Donc vraiment, n'hésitez pas. En attendant qu'il y ait des questions, moi, je voudrais poser une question à Dr. Ouedraogo. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir ces altérations sensorielles de manière pratique chez les personnes âgées? Alors, est-ce qu'il y a un moyen pratique euh, tant que c'est tant que c'est lié à l'âge, c'est un peu difficile. Par exemple, si je prends par exemple la presbytie qui commence aux alentours de l'âge de 40 ans, il y a des exercices que l'on peut mettre en place pour ralentir en fait la survenue, par exemple, de la presbytie. Si vous faites un peu de kinésithérapie, de rééducation des muscles oculomoteurs, c'est possible de ralentir la presbytie. Par exemple, le vieillissement du cristallin, c'est possible si on a une excellente hygiène de vie. Ça permet de ralentir, par exemple, la survenue de la cataracte. Par exemple, si je prends la presbyacousie, si on est dans des environnements qui protègent l'audition, on va avoir cette presbyacousie qui va arriver moins vite. Je parle souvent, par exemple, parce que c'est un peu l'habitude actuellement dans nos sociétés d'avoir les écouteurs, d'être dans des boîtes de nuit où le son est élevé, ou bien même aussi les travailleurs qui travaillent dans des endroits, dans des environnements très bruyants. Ces personnes-là vont avoir une presbyacousie beaucoup plus rapidement. Donc, il y a quelques moyens qui permettent de ralentir les effets liés au vieillissement. Mais par contre, les pathologies, vous les avez vues, on en a parlé ensemble, toutes ces pathologies-là peuvent être complètement évitées. Il faut justement faire de la prévention, consulter le médecin régulièrement pour les traquer, les dépister tôt et les guérir. Et en ce moment-là, on ne va pas avoir un grand impact sur l'altération sensorielle. Donc, voici ce que je pourrais dire
sur la prévention un peu de ces altérations. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Nous avons une question dans le chat. Merci pour votre présentation. Vu que les médicaments pour stimuler l'appétit ne fonctionnent pas chez les personnes âgées, que faire lorsque la personne âgée refuse toute proposition de nourriture en absence de pathologie organique? Y a-t-il une composante psychiatrique, hystérique qui peut expliquer cela? Alors, la question de l'anorexie, la prise en charge de l'anorexie pourrait même justifier d'une autre présentation tellement elle est complexe. C'est malheureusement une question qui est fréquente. On nous amène souvent des patients, le seul motif de consultation, c'est anorexie. Et quand c'est comme ça, j'aime dire à mes collègues qui me les envoient, ce n'est pas une simple consultation, hein. Il va falloir parfois d'abord fouiller, hein. C'est vrai qu'il pose la question en dehors de causes organiques. Déjà, il y a beaucoup de causes organiques qui entraînent l'anorexie. Deuxièmement, les pathologies psychiatriques jouent beaucoup. Par exemple, l'un des signes cardinaux de la dépression chez la personne âgée, c'est l'anorexie. Une personne âgée qui ne mange pas, et comme il a dit, en dehors de toute pathologie organique, la première des étiologies qu'on va évoquer, c'est la dépression. Parce que souvent, la dépression, elle est max chez la personne âgée. Il faut prendre des questionnaires spécifiques pour pouvoir la détecter, à savoir, par exemple, le GDS, le Geriatric Depression Scale, qu'on utilise souvent pour dépister la dépression, souvent qui est masquée chez la personne âgée. Donc, il y a beaucoup de pathologies psychiatriques qui peuvent donner ça. Ça peut être aussi un problème, euh, une sorte de conflit familial. Souvent, on occulte ça. J'aime dire que la gériatrie, c'est une discipline qui est médico-psychosociale. Donc, parfois, vous pouvez avoir des disputes familiales et la seule réponse de la personne âgée, c'est de refuser de manger. Et comme je dis, les personnes âgées, les enfants, c'est la même chose. Quand l'enfant commence à bouder, pour faire comprendre à sa maman qu'il n'est pas content, il refuse de manger. La personne âgée, parfois, c'est le seul moyen de pouvoir se faire comprendre, d'exprimer, par exemple, un refus qui va faire en arrêtant de manger. Donc, la question de l'anorexie, en dehors des causes organiques, les causes psychologiques, psychiatriques et les causes sociales peuvent être aussi évoquées comme étiologie de ces anorexies-là. Et malheureusement, il n'y a pas de médicament qui donne l'appétit. Malheureusement, il n'y en a pas. Il faut faire une revue, en fait, de toutes les pathologies. Et il faut savoir aussi que l'anorexie chez la personne âgée est très, très souvent multifactorielle. Vous pouvez avoir des causes médicamenteuses, des pathologies tout simplement orales, bucco-dentaires qui sont associées, d'autres problèmes organiques, etc. Souvent, l'anorexie c'est assez complexe à prendre en charge. Je ne sais pas si j'étais assez clair ou si la personne voudrait rebondir sur un autre aspect. Merci, docteur. Alors, je vais prier monsieur ou madame derrière la question de bien vouloir nous dire si oui ou non il ou elle est satisfait ou satisfaite. Merci, c'est bien compris. D'accord. Alors, une autre question. Je n'ai pas de question, mais juste insister sur les examens cliniques de l'organe en question et sensibiliser sur l'hygiène de vie et la socialisation de la personne âgée. Merci beaucoup pour cet apport très intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup. En attendant de prochaines questions, moi j'ai une autre question. Je voudrais savoir, Margot, quelles sont les adaptations concrètes qu'un médecin qui reçoit, par exemple, une personne âgée présentant une baisse auditive ou visuelle peut mettre en place pour améliorer la communication avec cette personne durant une consultation, par exemple? Alors, c'est une excellente question. Euh, Lorsque vous avez une personne qui a du mal à voir, une baisse de la vision ou une baisse de l'acuité visuelle que vous recevez en consultation, il va falloir essayer de compenser si c'est possible. Je prends par exemple je prends le cas de la baisse de l'audition. C'est difficile de faire un examen, de faire un interrogatoire avec quelqu'un qui n'entend pas. Alors, pour cela, il y a deux solutions.
vous avez des appareils qu'on appelle des amplificateurs de son. C'est des petits appareils comme des écouteurs que vous pouvez mettre à l'oreille de la personne âgée. Bien sûr, avant de le faire, euh, il faut juste mettre un coup d'otoscope pour voir qu'il n'y a pas de bouchon d'oreille parce que c'est des causes de surdité qui sont fréquentes et très négligées. Une personne âgée, elle arrive en consultation, elle n'entend pas bien. Regardez rapidement s'il n'y a pas de bouchon de cérumen. S'il n'y a pas de bouchon, on continue la suite. Mais si un bouchon, vous enlevez et là, vous réalisez un miracle pour le patient. Mais je reviens, s'il n'y a pas de bouchon, il y a vraiment une baisse de l'acuité auditive. Vous mettez les amplificateurs auditifs et vous parlez normalement. Je vous assure que la personne âgée comprend complètement ce que vous êtes en train de dire. Vous allez même voir le sourire sur son visage parce que elle se rend compte quand sa perte auditive a été réglée. Donc, il y a une solution. Vous voyez vraiment son visage s'illuminer et la discussion, elle est vraiment intéressante. Donc, ça, c'est un moyen qui peut être mis en place pour avoir une consultation vraiment excellente. Et ça, quand c'est mis en place, et du moins lorsque vous le détectez, vous allez voir derrière que lorsque vous allez envoyer le patient chez l'ORL ou l'audioprothétiste, ils vont être OK, ils vont être d'accord pour le faire. Parce qu'ils se sont rendus compte, ah oui, il y a une solution. Si on met les appareils, mamie va entendre, c'est parfait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Deuxièmement, le système D. Alors, vous pouvez tout simplement mettre votre stéthoscope dans dans les oreilles de la personne âgée qui n'entend pas bien et vous parlez sur le pavillon. Ça aussi, c'est une solution qui marche. Ça permet à la personne âgée d'entendre parfaitement tout ce que vous dites et vous faites votre consultation sans problème. Donc, voici là quelques astuces que l'on peut utiliser pour euh, pallier un peu aux troubles auditifs. Par contre, pour les troubles visuels, là, c'est beaucoup plus compliqué. Une personne âgée qui a du mal à voir, rapidement, si vous avez posé ou du moins vous avez des hypothèses diagnostiques, est-ce que c'est une cataracte ou un glaucome? Est-ce que c'est un problème qui est là de manière récente ou c'est un vieux problème depuis des dizaines d'années? La seule solution à ce moment-là, d'envoyer le patient chez l'ORL pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour régler le problème. C'est vraiment là ce qu'on peut faire. Et votre question me permet d'aborder une chose que j'ai pas mis dans la présentation, c'est la place de l'ergothérapeute. Malheureusement, c'est une discipline qui n'est pas très bien connue en Afrique, mais le travail de l'ergothérapeute, c'est d'adapter le handicap, le déficit du patient à son environnement. Donc, l'ergothérapeute peut aider justement pour tout ce qui est appareillage auditif ou solutions qui permettent à la personne âgée, par exemple, qui a du mal à se déplacer, du mal à voir dans son environnement, dans sa maison, qui a du mal à lire. L'ergothérapeute va pouvoir donner beaucoup d'outils et de solutions pour la personne âgée qui est dans ses pertes sensorielles. Pour ce qui est de l'odorat et du goût, alors là, il faut avoir, j'aime le dire, il faut avoir des cordons bleus à la maison qui vont pouvoir adapter franchement la préparation, la cuisine au goût du patient en rehaussant avec des épices. Je dis souvent de ne pas lésiner sur l'ajout d'épices, de parfums dans les différents repas pour réveiller quand même le peu de récepteurs gustatifs et olfactifs qui restent à la personne âgée. Donc voici un peu comment on peut proposer une prise en charge assez rapide à ces patients-là. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Alors, nous avons une question venant de Monsieur Renaud Yao. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au présentateur ainsi qu'au groupe REMA pour l'organisation. C'est nous qui vous remercions. Je suis Renaud Yao, infirmier anesthésiste réanimateur, et ma question est la suivante. Quelles sont les mesures à mettre en place pour favoriser une réhabilitation accélérée après une chirurgie chez un patient? Il est à noter que dans cette catégorie de personnes, nous observons fréquemment une perte d'autonomie post-opératoire. Merci pour votre attention. Alors, je pense qu'il veut parler de... La prise en charge post-opératoire du patient âgé. Oui, c'est ça, OK, exact. d'accord. Alors, c'est là encore une bonne question euh, qui me fait en fait parler de ce qu'on appelle l'évaluation gériatrique périopératoire.
Très souvent, on recuse les patients âgés de la chirurgie parce que on s'est rendu compte que les personnes âgées qui subissent une chirurgie développent beaucoup de complications derrière. Et comme ça, on a écarté bon nombre de personnes âgées qui auraient Non, pu bénéficier non, des soins c'est médicaux parce bon, que tout tout, hein. simplement, il y a des complications. En réalité, ces complications-là sont prévisibles et elles peuvent être évitées. Que ce soit la perte d'autonomie, que ce soit la dénutrition, que ce soit les risques de surinfection, etc. Tout ça, ça peut être évité à une et une seule condition, qu'on fasse ce que l'on appelle l'évaluation gériatrique standardisée. C'est quoi concrètement? Toute personne âgée qui doit subir ou potentiellement subir une opération chirurgicale, quelle qu'elle soit, devrait être évaluée par un gériatre qui permettra de justement détecter toutes les zones de fragilité de cette personne âgée-là pour pouvoir anticiper les complications. Et lorsque cela est fait, vous allez voir qu'il est très rapide. Vous allez voir que après la chirurgie, c'est très rapide de pouvoir récupérer le patient. Souvent, on a ce que l'on appelle l'orthogériatrie. L'orthogériatrie, c'est lorsque la gériatrie s'allie au service de chirurgie, en l'occurrence l'orthopédie, pour prendre en charge la personne âgée. On évalue la personne âgée par le gériatre, on fait des propositions thérapeutiques, on fait des adaptations. La personne âgée subit son opération et dans les suites post-opératoires, de manière Dix très heures pile. fréquente, la personne âgée part en gériatrie pour qu'on puisse prendre en charge cette personne âgée pour éviter les complications. Et dans les services où cela est mis en place, on arrive à faire vraiment je vais dire des miracles parce que des personnes âgées qu'on n'aurait pas voulu opérer, on les opère et ça se passe très bien par la suite. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais prier ceux qui ne parlent pas de bien vouloir fermer leur micro, s'il vous plaît. Je vais donner la parole à Monsieur Amel Noukmoui, mais avant, pour n'avoir pas vu et n'avoir pas accordé la parole plus tôt. Allez-y, monsieur. Ok, je vous remercie. Bonjour madame, bonjour docteur Edraogo. Je vous Bonjour. félicite pour cette belle présentation. Mais j'avais quand même quelques commentaires à faire et tout. Je pense quand même que en ce qui concerne la personne âgée, la prise en charge, disons, est d'ordre multidisciplinaire, quel que soit le symptôme. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que l'entourage a quand même un rôle très, très déterminé. Parce que généralement, c'est souvent des gens plus ou moins qui vivent parfois de manière isolée ou bien qui sont aussi qui vivent avec d'autres personnes, mais qui ne savent pas forcément ce qu'ils doivent faire en tant qu'entourage ou bien en tant qu'aidant. Donc, généralement, quand on les voit, ou bien quand ils viennent à l'hôpital, parfois c'est déjà tard, ou bien parfois il y a des symptômes que ceux-ci n'arrivent pas forcément à révéler. Par exemple, dans l'interrogatoire, lorsque vous demandez le début des symptômes, l'évolution dans le temps, le retentissement sur la vie quotidienne, tout et tout. Donc, cette personne n'arrive pas forcément à participer parce qu'en temps, ils ne savaient pas forcément ce qu'ils allaient faire, même s'ils sont avec la personne âgée elle-même. Donc, l'entourage est quand même très, très important, du moins à éduquer. Donc, toute personne qui vit avec une personne âgée doit savoir qu'est-ce qui lui revient de faire. Et il ne faut pas forcément attendre que la personne âgée soit malade avant de dire qu'on a un soin particulier à jouer, tout et tout. Maintenant, en dehors de ça, vu que c'est beaucoup plus ces altérations sensorielles qu'on évoque ici, il y a un petit volet de la question. C'est beaucoup plus le volet disons, de l'automédication. Parce que vous êtes sans savoir que l'automédication, c'est un fait réel et un fait avéré dans nos sociétés africaines, surtout à partir d'un certain âge, où il y a certaines personnes qui voient que bon, la personne âgée a une autonomie limitée. Pourquoi il faut forcément l'amener à l'hôpital? Est-ce qu'en attendant de gérer tel signe, en attendant de faire un petit traitement symptomatique par rapport à tel signe, est-ce qu'il ne faut pas lui prendre quelque chose en attendant? Donc, il ne voit pas forcément une urgence d'aller à l'hôpital lorsque cette personne âgée commence par présenter des symptômes. Alors que la personne âgée, c'est une personne très, très fragile. Et même si c'est des molécules qui sont connues, même si peut-être
et ce n'est pas forcément un traitement symptomatique direct, mais c'est des molécules qui sont connues. Il y a forcément des adaptations thérapeutiques en fonction des posologies qu'on sort, que seul le spécialiste ou bien le professionnel de la santé peut faire. Parce qu'il y a aussi des autres comorbidités. Il y a plein de personnes âgées qui sont chez eux, qui ont une insuffisance rénale, qui ne savent pas, qui ont des problèmes cardiaques, une insuffisance cardiaque, qui ne savent pas. Donc, l'automédication aussi peut aussi favoriser ces altérations et, disons, des fonctions sensorielles, surtout ce que nous connaissons beaucoup plus, les personnes âgées qui ont souvent des problèmes de sommeil. Et il y en a qui utilisent beaucoup les classes thérapeutiques comme les benzodiazépines. Le diazépam, ça, c'est des médicaments que les gens prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ces médicaments, par exemple, non seulement ça peut être, influencer, c'est-à-dire, disons, la vigilance de la personne âgée, donc ça peut donner un syndrome confusionnel du moins, mais aussi, ça peut aussi précipiter même cette personne âgée, par exemple, dans les problèmes de chute ou bien chute, voilà, donc tous ces éléments-là. Donc, il y a ce volet-là aussi qui est très, très important aussi, bon, qu'il ne faut pas aussi écarter à l'œil. Donc, interroger correctement pour voir si ce n'est pas une personne qui est sujette à une automédication, quelles sont les molécules que cette personne prend, prend du moins. Parce que toute altération des fonctions sensuelles peut ne pas être forcément directement liée à une atteinte organique. Ça peut pas être directement lié à notre cas. Donc, ça peut être au fait des phénomènes extérieurs comportementaux où il faut forcément une rééducation de l'entourage et de la personne âgée elle-même pour pouvoir mieux gérer tout et tout. Maintenant, l'autre chose que je voulais aussi faire comme commentaire aussi, c'est que il y a aussi ces personnes âgées qui, bon, j'ai vu dans votre présentation, vous avez quand même suggéré, disons, minimum un bilan annuel, en quelque sorte, bon, qui ont beaucoup de pathologies, surtout les troubles métaboliques, hein, généraux, le diabète, tous ces éléments-là, où à un parti et à un certain nombre, avec une certaine évolution du moins, on peut avoir ces répercussions sur les fonctions sensorielles, bon, sans retentissement majeur quand même. Donc, c'était un peu ce que moi je voudrais apporter. Et aussi, il y a certaines personnes aussi, bon, dans le début d'une présentation d'un tableau de démence, par exemple, ils ont ces gens de syndrome. Vous avez parlé de l'anorexie, vous êtes revenu sur la dépression, tout, voilà, tout et tout. Donc, ils ont quand même de ces genres de symptômes. Donc, je pense que il faut que tous ceux qui suivent ce webinaire comprennent que la personne âgée, en fait, c'est un malade d'un forcément que le professionnel de santé doit voir. Bon, pour cette raison, un spécialiste. On ne peut pas gérer une personne âgée à la maison, on ne peut pas minimiser un symptôme avec une personne âgée. Tout symptôme chez une personne âgée doit être quand même mieux évalué, mieux investigué. Parce que lorsqu'on minimise les symptômes, c'est ces pratiques-là là, qui donnent le temps à l'automédication et plus tard avec toutes les répercussions, avec les chutes ou bien les maladies qui sont sous-diagnostiquées. Et après, lorsque le spécialiste les reçoit, bon, c'est souvent compliqué à gérer. Et après, il fait avec des gens, des personnes grabataires et tout, donc, qui entend en plein de trucs, attention des fonctions sensorielles, et même malgré ça, il n'a pas une éducation à la prise des médicaments. Après, il fait une fausse route, il fait une infection pulmonaire, il devient grabataire, après, il décède. Donc, tous ces éléments sont quand même importants pour que le médecin ne joue pas un rôle de médecin après la mort. Donc, c'était un peu ma part de contribution que je voulais faire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup pour ces contributions pertinentes, hein. Ouais, Désolé. non, ne vous en faites pas, docteur. Merci beaucoup, docteur. Merci, monsieur Ahmed, pour rapport très, très pertinent et constructif. Alors, nous avons une question dans le chat. Merci beaucoup pour la présentation. Je m'appelle Moussa, étudiant en pharmacie 4. Ma question est un peu particulière. Qu'est-ce qui est à l'origine du problème d'altération olfactive, je pense? Et quelles sont les mesures, enfin, la conduite à tenir? Merci. Alors, Ok, merci pour la question. C'est vrai que je l'ai abordé un peu dans la présentation. J'ai fait un peu la part des choses entre les effets qui sont liés au vieillissement et les différentes pathologies qui peuvent toucher l'odorat. Donc, pour faire simple, les pathologies, l'altération olfactive, elle est vraiment liée surtout
à, à la diminution des récepteurs olfactifs. Mais bien sûr, cette diminution-là ne va pas à elle seule expliquer que la personne âgée ne sent plus les goûts. Donc, ça va être juste diminution du seuil pour pouvoir sentir les, les différentes odeurs. Maintenant, à côté de ça, eh bien, vous avez malheureusement un nombre assez énorme de pathologies qui peuvent toucher l'odorat. J'ai par exemple parlé des pathologies ORL, quelqu'un qui fait des sinusites chroniques, qui a des polypes nasaux, l'infection à Covid, des pathologies neurologiques, parfois la prise de certains médicaments, effectivement, malheureusement, tout ça, ça va altérer l'odorat chez ces personnes âgées. Maintenant, vous faites bien de demander quelle est la conduite à tenir devant ces genres de situations-là. Il faut toujours se dire que ces altérations sensorielles chez la personne âgée sont le plus souvent multifactorielles. Et quand on dit multifactoriel, malheureusement, il y a plusieurs causes qu'il faut essayer de chercher. Donc, il y a la part du vieillissement qui va jouer. Vous pouvez avoir non seulement la prise de médicaments, des pathologies neurologiques, etc. Lorsque vous avez des causes qui sont détectées, il faut voir si elles sont curables. Si elles sont curables, il faut apporter un traitement. Par exemple, sinusite chronique, polype, c'est des choses qui sont facilement curables. Les carences vitaminiques, c'est facilement curable. Mais dans tous les cas, même si vous n'arrivez pas à améliorer l'odorat chez sa personne âgée, vous savez que vous pouvez quand même compenser en augmentant justement je dirais la quantité d'odeur. Donc, vous allez par exemple, si vous voulez parfumer la maison, les encens et autres, ben, vous allez augmenter un peu plus la dose. Mais surtout dans l'alimentation, là j'insiste beaucoup, dans l'alimentation, il va falloir chercher des repas qui ont des odeurs, je ne vais pas aller jusqu'à dire fortes, mais trouver justement la manière de cuisiner pour avoir de très bonnes odeurs. Parce que vous savez, on commence à manger par le nez. Hein. Donc, si le repas est très bien odorant, vous allez vraiment donner, vous allez compenser en fait cette hyposmie. Voici ce qu'on peut dire sur l'odorat. Malheureusement, c'est un sens pour lequel on n'a pas beaucoup de solutions. Donc, je ne sais pas il y a d'autres questions. Merci beaucoup, docteur. Désolée, mon micro était fermé. Alors, j'espère que Monsieur Moussa, vous avez eu satisfaction à votre question. Et Monsieur Abel, qui vous félicite pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question, vu qu'il n'y a pas de questions ni de main levée. Alors, docteur Ouedraogo, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut véritablement améliorer dans nos systèmes de santé en Afrique pour mieux intégrer la prise en charge des altérations sensorielles, spécifiquement, mais surtout des pathologies liées à la vieillesse de manière générale? Alors, ça, c'est vraiment une question de santé publique. Alors, la première des choses dans nos systèmes de santé, c'est l'éducation de la population. La première des choses, c'est ça. Parce que avant comme l'a dit Armel, il faut que la famille, l'entourage, soit au fait des problèmes. Donc, si vous avez une personne âgée qui, par exemple, a du mal à voir ou a du mal à entendre, généralement, ce n'est pas elle qui va aller consulter. Ce sont ses enfants, ses petits-enfants qui vont se rendre compte du problème et qui vont prendre la décision, ah, papy, allons-y à l'hôpital parce que là, tu n'entends plus bien, tu ne vois plus bien. Donc, le premier conseil qu'on peut donner à nos différents ministères de tutelle, un ministère de la Santé, c'est de faire un gros travail d'éducation, de communication avec la population. Si la population sait c'est quoi une altération sensorielle, c'est quoi un déficit sensoriel, et surtout qu'elle sache qu'il y a des solutions pour cela, vous allez voir déjà qu'il y aura euh, un afflux de consultations dans nos différents centres de santé. Donc, la première des choses, c'est à l'endroit de la population. Éducation,
sensibilisation, communication. Le deuxième message, ça va être à nos soignants. Quelle que soit l'échelle de la prise en charge, que ça soit en périphérie, dans les centres de santé, les centres médicaux, que ça soit dans les hôpitaux de référence, il va falloir que nous-mêmes soyons à- au fait de la prise en charge. Parce que souvent, on appelle cela l'agisme involontaire. Le fait que, par exemple, le soignant, par exemple, vous venez en consultation, vous voyez un médecin généraliste, vous dites, ah, mamie n'entend pas bien. Et c'est le médecin lui-même qui vous dit, ah, mais vous savez, à 90 ans, c'est normal, hein. Moi-même, ma grand-mère, elle a 75 ans, mais elle n'entend pas bien. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est pas de la faute, c'est pas méchant par le médecin, c'est parce qu'il ne connaît pas. Donc, il faudra faire justement une formation continue. Et je félicite l'AREMA qui justement contribue à former les différents soignants de l'Afrique sur euh, la sensibilisation aux altérations sensorielles. Vous voyez, souvent, on aime parler de campagne de cure de la cataracte, parce que ça, c'est un problème qui est bien connu, bien codifié. La prise en charge est assez codifiée. Donc, vous voyez, on fait des campagnes pour la cure de cataracte. Pourquoi nos ministères ne feraient-ils pas de campagne, par exemple, de prévention ou de prise en charge de la surdité, de campagne de prise en charge nutritionnelle qui puisse prendre en compte le goût et l'odorat? Donc, le deuxième message, ça va être vraiment aux soignants de se former, de ne pas banaliser, comme je l'ai dit en conclusion, de ne pas banaliser ces problèmes de santé-là et d'apporter une prise en charge. Et vous avez vu, pour la plupart, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Ce n'est pas obligé qu'il y ait à faire des prises en charge très coûteuses, des opérations. Non. Pour la plupart de ces pathologies-là, il y a des prises en charge qui sont très, très, très accessibles. Donc, voici ce que je pourrais dire pour votre question. Merci, merci, docteur. C'était très intéressant. Alors, j'ai une question de Monsieur Hamel qui demande qu'est-ce qu'on peut faire pour le développement de la gériatrie en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est son question précédente, mais je vous laisse répondre. Ok, bon, ça, c'est vraiment un coup de cœur que nous avons tous en gériatrie, c'est de favoriser justement la formation des médecins gériatres. Comme je vous l'ai dit, le nombre de personnes âgées va augmenter, ça va doubler d'ici 2050 et la plupart de ces personnes âgées-là, ils vont être en Afrique. Et si on n'a pas suffisamment de gériatres pour pouvoir s'occuper d'eux, on court un peu vers la catastrophe. Donc, il y a une urgence à mettre une politique pour pouvoir développer la question de la gériatrie. Et développer la question de la gériatrie dans l'Afrique de l'Ouest, ça passe d'abord par la formation des ressources humaines, ça veut dire de former des médecins gériatres. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est de former les autres médecins et surtout les médecins généralistes à la prise en charge de personnes âgées parce que on va jamais réussir à former autant de gériatres pour les personnes âgées. Il va falloir nous faire aider par nos confrères généralistes. Donc, apporter des petites formations, que ce soit sous forme de DU ou sous forme d'attestation. La formation continue aussi avec les conférences comme celle que on a la chance d'avoir avec la RIMA. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très pertinent. En tout cas, j'encourage à ce que ça soit maintenu. Donc ça, c'est pour, en tout cas, former les ressources humaines. Malheureusement, nous avons que deux pays en Afrique de l'Ouest qui forment des gériatres. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il faudrait que les autres pays aussi réussissent à emboîter le pas et pouvoir former aussi en local aussi les différents gériatres dont les populations ont besoin. Donc ça, c'est pour les formations, ça, c'est pour la question des ressources humaines. L'autre volet aussi, il n'y a pas de gériatre sans service de gériatrie, sans centre gériatrique. Donc, c'est de lutter aussi pour que les différents décideurs puissent favoriser la construction de centres gériatriques, de services de gériatrie, etc., pour pouvoir apporter la prise en charge qu'il faut à nos personnes âgées. Donc, voici ce que je peux dire
la question sur comment faire pour développer la gériatrie, qui est une question excellente et qui me tient beaucoup à cœur. Merci, merci beaucoup, docteur. Alors, je lis rapidement. Oh, OK. Y a-t-il un DS de gériatrie au Burkina? Je pense que de l'intervention précédente, Le 2S au Burkina. on espère que ça viendra rapidement. Voilà, on l'espère vraiment. Alors, bonjour, merci bien pour cette édition de présentation. Revenons sur l'alimentation du sujet âgé. Je voudrais évoquer la perte de la sensation de soif chez le sujet âgé, source de déshydratation, parfois surtout en cette période de canicule, notamment au Burkina Faso. Les symptômes sont parfois minimisés par l'entourage et les personnes arrivent dans les centres de santé dans un état déjà grave. Anecdote à ce niveau concernant une initiative anglaise qui m'a assez impressionnée, c'est l'élaboration de jelly drops, des composés essentiellement aqueux, mais à l'aspect et l'odeur de bonbons colorés qui permet d'agir sur l'hydratation quotidienne du sujet âgé. À défaut, à notre niveau, une meilleure prévention et sensibilisation pourrait avoir aussi de bons résultats. Vraiment, merci beaucoup pour ce partage très intéressant, très édifiant. Monsieur ou Madame Yo, je ne sais pas, mais recevez nos remerciements. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous partagez là. Alors, Tapsoba Ludovic, j'espère n'avoir pas écorché le nom, docteur Tapsoba. Bonjour, docteur Ouedrago. Bonjour, l'ensemble des participants et l'équipe de REMA. Bonjour, docteur Tapsoba. Dans les cas de personnes âgées avec des séquelles d'AVC, une vitaminothérapie pourrait-elle aider pour éviter certaines carences nutritionnelles? Si oui, à quelle fréquence? Vous avez la parole. Ok, merci bien pour la question. Donc, il demande bien, en cas de séquelles d'AVC, est-ce qu'une vitaminothérapie peut aider? Alors, la vitaminothérapie ne va pas, comment dire, ne va pas améliorer en fait la séquelle de l'AVC. Mais on sait que les personnes qui souffrent d'AVC, les séquelles d'AVC et plus particulièrement ce qu'on appelle les troubles de la déglutition, vont avoir du mal à s'alimenter correctement du fait des troubles de la déglutition. Donc, ils vont se mettre à faire ce qu'on appelle une sélection des aliments. Ils vont préférer que les aliments qui évitent le moins, qui évitent le plus, en fait, les troubles de la déglutition. Donc, du coup, ils vont forcément avoir des carences nutritionnelles. Donc, associer une vitaminothérapie, ça peut aider pour combler, en fait, ce déficit-là. Mais en termes de prise en charge de séquelles d'AVC, il faut être un peu plus, on va dire, holistique. Juste la vitaminothérapie ne va pas suffire. Il va falloir rajouter certains oligo-éléments et même une prise en charge, on va dire, un peu ergonomique. Comment installer le patient qui a un AVC, comment lui donner à manger, quel type d'aliment il faut préférer, etc. Voilà, donc la vitaminothérapie juste ne va pas suffire. Il va falloir faire vraiment un ensemble, en fait, une prise en charge holistique, globale, pour pouvoir prévenir une dénutrition. Donc, voilà ce que je peux dire sur la question de la vitaminothérapie sur les séquelles d'AVC. D'accord, merci, merci beaucoup, docteur. Alors, docteur Hamel qui dit, je n'ai pas eu mon attestation de participation pour le webinaire sur les tumeurs cérébrales présenté par docteur Gampi. Ne vous inquiétez pas, nous allons traiter ça avec vous après ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, monsieur Hamel, je vois que votre main est toujours levée. Je ne sais pas si c'est par mégarde ou si vous vouliez intervenir. OK. Main descendue. Pas de questions pour le moment dans le chat. Alors, je rappelle rapidement la procédure d'obtention de l'attestation pour le webinaire du jour. Alors, vous allez vous connecter à la plateforme Rema Learning à votre compte avec vos identifiants si vous en avez déjà. Mais sinon, vous pouvez toujours vous rapprocher de nous par WhatsApp et nous allons vous aider à en créer un.
Et je vous invite vivement à rejoindre notre communauté pour qu'on puisse ensemble grandir et voilà, améliorer notre exercice de la médecine. Dans un second temps, vous cliquez dans la session webinaire passée, vous aurez à taper la thématique du jour, les altérations sensorielles chez les personnes âgées. Vous allez cliquer sur le bouton Obtenir une attestation. Vous serez soumis à un questionnaire d'évaluation auquel vous réussirez si et seulement si vous obtenez 60% de bonnes réponses aux différentes questions qui seront posées et qui porteront sur la thématique, bien sûr. Et ensuite, vous serez autorisé à télécharger votre attestation. Alors, nous allons mettre la procédure, nous allons remettre la procédure dans le chat. Et pour toute autre préoccupation, nous sommes joignables via WhatsApp au plus de 229 96 50 81 30. Je répète, plus de 129 96 50 81 30. Docteur Hamel, je vous invite aussi à vous rapprocher de nous pour, euh, pour votre attestation sur les tumeurs cérébrales. Merci beaucoup, docteur Ouedraogo. C'était une session très intéressante, très enrichissante et nous espérons vous revoir bientôt pour des thématiques aussi passionnantes. Mais avant de conclure, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, un petit résumé pour nous? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de nos échanges de ce jour? Alors, en termes de résumé, bon, déjà, je remercie beaucoup les participants qui ont posé d'énormes questions. Ça montre que le sujet était intéressant et qu'ils étaient vraiment attachés à savoir un peu plus sur les questions de santé chez la personne âgée. Je remercie aussi les contributions. Il y en avait suffisamment, que ça soit directement en audio avec Armel et ceux qui l'ont fait aussi dans le chat. Merci beaucoup. Ça permet en fait d'enrichir en fait les propos. Il faut dire que la présentation que j'ai faite, elle n'est pas forcément complète. Il faut toujours la rajouter, la parfaire. Donc, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que c'est des altérations, ce n'est pas des maladies. Donc, souvent, les gens les négligent. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'ils sont très souvent négligés, surtout chez la personne âgée. Donc, il faudrait éviter de banaliser cela. Voilà. Donc, si on peut éviter de banaliser et toujours proposer une solution. Et comme je vous ai dit, il y a toujours des petites astuces pour pouvoir aider la personne âgée. Et ça leur redonne en fait la joie de vivre. Parce que quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas entendre les discussions dans sa famille, vous imaginez le retrait que cela peut entraîner. Donc, il faut pas sous-estimer cette action-là. Vous allez donner beaucoup de joie, beaucoup de qualité de vie à vos personnes âgées. Comme je dis souvent, la personne âgée, elle s'en fout que sa tension soit équilibrée, que son diabète soit équilibré. Elle veut vivre heureuse avec sa famille, être autonome. Donc, la prise en charge de ces altérations-là vise directement cette autonomie-là et cette qualité de vie. C'est vraiment ce que je pouvais rajouter en plus de ce qui a été dit. Et je vous remercie encore, la REMA, de m'avoir choisi pour cette présentation. C'est nous qui vous remercions, docteur Vidrago. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Et avant de nous laisser, je voudrais mettre dans le chat un lien. C'est un Google Form qui nous permettra de recueillir non seulement vos impressions, mais également vos suggestions pour améliorer nos sessions de formation et aussi recueillir éventuellement des thématiques qui pourraient vous intéresser, que nous pourrions préparer pour vous. Donc, vraiment, prenez un bout de temps pour y répondre, s'il vous plaît. Je vais le mettre dans le chat. Vous pouvez toujours aussi le demander par WhatsApp. Vous avez le contact. Voilà. Je viens de le mettre. Vous pouvez capturer, vous pouvez copier, peu importe, mais ça ne vous prendra que 2 minutes. N'hésitez pas, c'est pour enrichir ces sessions que nous mettons à votre disposition. Merci encore, docteur Ouedraogo, et je souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain pour parler des douleurs thoraciques aiguës. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.